Dr. Pascal Boniface is a founding director of the French Institute for the International and Strategic Affairs, IRIS, based in Paris. He is a director of the quarterly journal, La Revue Internationale et Stratégique, since 1991, and the editor of L'Année Stratégique, Strategic Yearbook, since 1985. Dr. Pascal Boniface has published or edited more than 60 books dealing with international relations, and he developed many other things, the concept of geopolitics of sports. Many of the books that he published become classics and reissued on a regular basis and translated in several languages. On the top of that, Pascal Boniface published numerous articles in an international approach. He is one of the most followed geopolitical analysts on social networks across the world. He is also analyzed international issues on his own YouTube channel and weekly podcast Comprendre le Monde, Understand the World, as well as in his blog Iris, Mediapart, and others blogs. Pascal Boniface is a member of the National Ethical Commissions at the Fédération Française de Football, and he has been. Maybe we can get some explanation about it a bit later, because actually when I read at your bio, that's interesting. And he has been made Chevalier Officier de la Légion d'Honneur en France, the French award, and he received the Prix Vauban in 2011. Please welcome Dr. Pascal Boniface. Merci. Merci, bonjour à tous. Merci de cette invitation. Je suis impressionné par l'audience sur une heure si matinale. Enfin, comme vous devez émerger, c'est un peu normal que vous soyez là aussi, finalement. Oui, alors l'éthique et le football, si, ça a un sens quand même. Il y a aussi de l'éthique dans le football. Ce n'est pas uniquement de l'argent et du dopage, contrairement à ce que certains voudraient faire croire. Mais je ne suis pas là pour parler de football, quoique le football et la géopolitique sont mêlés, comme on le verra d'ailleurs d'ici novembre, avant le début de la Coupe du Monde au Qatar. Je suis là pour essayer de parler de géopolitique pendant la semaine de l'imagination. Est-ce que l'on peut imaginer le monde ? C'est ce que trop souvent des gens font. C'est-à-dire qu'ils parlent d'un monde qui serait idéal et ils voudraient que la diplomatie soit morale et ils voudraient que l'on vive dans un monde meilleur. Cet objectif est tout à fait louable, mais il se heurte simplement au mur des réalités. Et il y a, au moment où on condamne beaucoup la réelle politique, je reprendrai à mon compte la formule de mon ami Hubert Védrine, il y a pire que la réelle politique, c'est l'irréal politique. Le fait de baser une diplomatie sur des critères non réalistes. Et donc, si l'on veut imaginer un monde meilleur, ce que je souhaite, moi également, eh bien, il faut partir de bases réelles et non pas partir comme si on pouvait tout changer ou obtenir un objectif inaccessible. Donc, imaginons les choses, mais imaginons-les de façon réaliste, sinon on n'est souvent que dans la posture. Et la posture est très souvent proche, voisine de l'imposture. Il est très facile d'exiger la fin de la guerre civile en Syrie, la fin du réchauffement climatique, mais ce qu'il faut voir, c'est concrètement comment on atteint ces choses. Et Egon Bahr, qui aurait eu 100 ans l'an dernier, s'il avait vécu jusqu'ici, il n'est mort qu'à 95 ans, qui était le père fondateur de l'Ostpolitik, qui a changé non seulement l'Allemagne, mais l'Europe, disait que pour modifier un statu quo, il faut d'abord le constater. Et donc constater les choses pour pouvoir les transformer. Si vous voulez transformer le monde, il faut d'abord partir des réalités de ce monde. Et elles sont très souvent désagréables. Elles sont très souvent effectivement mauvaises, mais il ne sert à rien, et c'est très confortable de partir de rêves, de donner des leçons de morale à la terre entière en ayant uniquement une éthique de conviction, mais il faut aussi voir l'éthique de responsabilité. Et donc, donner des recettes ou des choses à accomplir sans donner les moyens de le faire est vraiment d'un intérêt très limité. Ça ne sert uniquement qu'à flatter l'ego de ceux qui le font, mais très souvent, c'est au détriment d'ailleurs de l'intérêt de ceux qui sont censés être représentés par ces personnes. Et puis, l'imagination, est-ce que c'est de la prospective ? Parce qu'en fait, dans notre métier, en géopolitique, on fait souvent de la prospective. La prospective, c'est pas lire dans le marc de café.
C'est pas dire comme Madame Soleil, on voit que en disant ça, je vois que c'est une référence un peu datée que la plupart d'entre vous ne doivent pas connaître, donc comme une sorte de cartomancienne qui lirait l'avenir. Eh bien non, on ne prévoit pas l'avenir comme à partir de l'imagination. La prospective, elle se base là aussi sur des réalités. On peut faire des scénarios en partant du rapport de force existant, en partant de ce que l'on sait de la nature de tel ou tel régime, en partant de ce que l'on sait aussi de son histoire et de ce qui a été la vie de ce pays au cours des dernières années. On ne peut pas comprendre aujourd'hui, par exemple, la politique de Poutine, et une fois encore, il ne s'agit pas de dire si on l'approuve ou si on la condamne. Généralement, en Occident, on la condamne. Généralement, en Russie, on l'approuve, même si le taux d'approbation diminue. On ne peut pas comprendre la politique de Poutine si on n'a pas en mémoire ce qui s'est passé dans les années 80, au moment de la perestroïka, et surtout dans les années 90, au moment du pouvoir de Yeltsin, et puis par la suite. Donc en fait, l'histoire est un marqueur extrêmement important. On ne peut pas parler de l'avenir si on n'a pas en sens de l'histoire. On peut, bien sûr, critiquer la politique actuelle de Xi Jinping, mais la critiquer pour la critiquer ne sert pas à grand-chose. Il faut aussi la comprendre. Et justement, si on veut limiter les effets négatifs de cette politique, eh bien, il faut savoir pourquoi Xi Jinping agit comme cela et quels sont les moyens de le contenir qui peuvent fonctionner ou les moyens de le contenir qui peuvent faire plaisir aux opinions publiques occidentales, mais qui n'auront aucun impact sur la politique chinoise. Et on ne peut pas comprendre ce que fait actuellement Xi Jinping si on n'a pas un regard long sur l'histoire chinoise, qui remonte au XIXe siècle, avec les traités inégaux, avec la guerre de l'opium, avec la guerre des boxeurs, etc., etc. Et puis, bien sûr, sur l'histoire plus récente. Donc, la prospective, c'est aussi de l'histoire, en fait. On ne peut pas prévoir, plus que prédire, prévoir l'avenir d'un pays si on n'a pas une connaissance relativement précise de son histoire. La géopolitique n'est pas une discipline en tant que telle. Pour comprendre un événement géopolitique, il faut en fait, dans un grand chaudron, mettre un peu d'histoire, un peu de sociologie, un peu d'économie, un peu de géographie, un peu de sciences sociales, etc., etc. Et c'est l'ensemble. L'élection du président américain n'est pas un fait national états-unien. C'est un fait stratégique mondial du fait de l'importance des États-Unis. On va bientôt, en avril, élire le président ou la présidente de la République française, mais ce n'est pas uniquement un acte politique français, puisque le président de la République est l'homme qui a la puissance nucléaire, qui a un siège au Conseil de sécurité et qui a donc un impact international, même si, lorsque l'on regarde les débats actuels, on n'a pas l'impression que la dimension géopolitique soit vraiment très présente dans les débats que nous offrent les actuels candidats à déclarer l'élection présidentielle. Donc il y a de moins en moins de frontières entre politique intérieure et politique extérieure, mais malheureusement, très souvent, on fait une politique extérieure en fonction de critères de politique intérieure, ce qui fait de très mauvaises politiques extérieures. Quand vous faites une politique extérieure en disant qu'est-ce qui peut plaire à l'opinion nationale, et donc vous faites généralement un calcul de court terme, au lieu de faire un calcul de long terme, et généralement, eh bien, l'intérêt géopolitique de votre pays en pâtit, mais vous savez que ce n'est pas grave, puisque dans 5 ans, ça sera quelqu'un d'autre qui aura les clés du camion, et vous ne serez pas responsable. Et très souvent, dans nos démocraties, nos responsables politiques sont les yeux collés à la prochaine élection, qu'elle fût d'ailleurs locale ou nationale, au prochain sondage, au titre de la presse, et non pas à ce que seront les grandes évolutions d'ici 5 ou 10 ans. Donc la prospective, c'est partir des réalités actuelles et anciennes, partir des rapports de force, de voir comment, en fonction de projections économiques, démographiques, géopolitiques, sociologiques, elles peuvent évoluer. Et il faut être modeste. On peut faire des prédictions à 4-5 ans. Moi, quand on me demande « est-ce que vous pouvez faire une prédiction à 30 ans ?», je dis non, je ne lis pas dans le bar de café, où je pourrais le faire, parce que de toute façon, dans 30 ans, il est douteux que je sois encore là pour avoir à subir le poids des critiques. Mais ceux qui font ça sont généralement pas sérieux, parce qu'il n'y a aucun élément, il y a tellement de surprises stratégiques. Il y a à la fois les choses que l'on sait, mais il y a des choses qui surviennent qu'on ne savait pas. On pouvait penser que l'Union soviétique
n'était pas éternel. Mais en fait, généralement, jusqu'en 86-87, on disait plutôt l'inverse. Certains, et notamment un auteur célèbre, parlait de la finlandisation de l'Europe de l'Ouest, donc disant que l'Europe de l'Ouest allait tomber sous la coupe psychologique de la géopolitique soviétique. Et on disait que des géopolitologues américains, même français, disaient que les démocraties allaient mourir alors que les systèmes communistes étaient solides sur leur base. Ils se sont complètement plantés, aveuglés par leur idéologie anticommuniste, en prenant finalement, non pas leurs rêves pour des réalités, mais leurs cauchemars pour des réalités. Mais les cauchemars ne sont pas plus des réalités que les rêves. Et ils avaient obscurci leur jugement par des a priori idéologiques. Mais donc l'URSS, finalement, n'a pas été infaillible, mais très honnêtement, lorsque Gorbatchev prend le pouvoir, personne ne peut se douter que son mandat n'allait pas durer plus de 7 ans. Parce que, généralement, Khrouchtchev mis à part, les secrétaires généraux mouraient dans leur lit, et quand on arrive au pouvoir à 54 ans, on a 30 ans devant soi. Qui pouvait deviner que le 2 août 91, l'Irak allait envahir le Koweït? On connaissait la querelle entre les deux pays, mais on ne savait pas qu'il y aurait cet effet surprise, etc. Donc il y a toujours des événements de surprise qui peuvent faire varier le cours de la géopolitique mondiale, qui est un gros tanker, qui ne peut pas non plus complètement changer. Et en même temps, il y a des impératifs, il y a des fondamentaux qui ne changent pas fréquemment et qui font évoluer les choses au fur et à mesure. Mais quelqu'un qui vous dit aujourd'hui, voici tel que sera le monde dans 30 ans, c'est un charlatan, c'est un comique, c'est pas un géopolitologue. Il y a 30 ans, en 90, ceux qui prévoyaient l'avenir disaient que l'URSS, la Russie, débarrassée du communisme, qui était finalement son handicap, l'économie centralisée, l'absence d'initiative, le fait de ne pas donner aux individus leurs responsabilités, que la Russie, débarrassée des oripeaux du communisme, serait un pays qui, fort de ses matières premières et fort d'une population très bien formée et très bien éduquée, allait reprendre et débarrasser du poids de l'empire qui coûtait cher. L'Union soviétique est un empire qui coûtait au centre, aussi bien par les possessions lointaines, Vietnam, Cuba, que les pays de l'Est qui vivaient au crochet de l'URSS, que les républiques d'Asie centrale, et donc que la Russie allait surperformer. Le PIB russe a chuté de 50% entre 91 et 2000, bien loin de là. On disait en 89-90, la principale menace vue des États-Unis, c'était le Japon. C'était plus l'URSS. Gorbatchev était au pouvoir, il n'était plus une menace stratégique, mais la menace technologique japonaise, la menace économique japonaise faisait peser une sorte d'angoisse aux États-Unis, et pas seulement aux États-Unis. En France, on a eu une première ministre, la première femme nommée à Matignon, qui avait pour objectif de lutter contre l'avancée économique du Japon en France. Donc le Japon représentait une menace, et on disait finalement que le Japon, qui était passé de 3 à 15% du PIB mondial entre 50 et 80, allait très prochainement rattraper les États-Unis, et que rien ne pouvait entraver la marche en avant du Japon, et que, protégeant son marché intérieur et partant à la conquête des marchés extérieurs, le Japon allait tout écraser sur son passage. On disait en fait, dans la période 85-90, exactement la même chose de ce que l'on dit sur la Chine, communisme excepté et droits de l'homme excepté. Et puis, il y a eu l'éclatement. On détruisait des voitures japonaises dans les rues des villes américaines. Et puis, il y a eu l'éclatement de la bulle spéculative, et le Japon est rentré dans cette décennie perdue qui lui a fait perdre tout espoir. Et c'est plutôt le Japon qui a été rattrapé par la Chine, plutôt que le Japon qui a distancé les autres concurrents. Mais à la fin des années 80, on ne parlait pas de la Chine comme d'un acteur majeur, parce que la Chine venait de connaître la répression de Tiananmen, et Mitterrand, qui généralement a eu plus de perspicacité concernant la géopolitique qu'en l'occurrence, avait dit, après Tiananmen, qu'un pays qui massacre sa jeunesse n'a pas un bel avenir. Et en fait, oui, la Chine a eu un bel avenir depuis la fin des années 80, puisqu'on est passé d'un pays, mais j'y reviendrai plus longuement par la suite, où le PIB par habitant était de $200 au début des années 80 à 10 000 aujourd'hui. Et donc, alors, on cite sans cesse l'ouvrage de Perfit, Quand la Chine s'éveillera, mais qui était basé sur des sources
peu fiable, qui a beaucoup pompé, qui ne voyait pas, qui n'avait pas vu l'ouverture de la Chine au capitalisme. Donc le titre était bon, mais la réalité était très différente. Et donc, au début des années 90, personne ne parie que la Chine va devenir ce géant, à part quelques faucons américains pro-Taïwan qui voient un moyen de mobiliser et de raffermir le complexe militaro-industriel américain. On pense aussi que les États-Unis, c'est le livre de Paul Kennedy, Naissance, Rise and Fall of Great Powers, naissance et déclin des grandes puissances, qui avait dit que l'URSS aurait des problèmes parce qu'elle serait animée par ses contradictions, que Marx avait pensé que le capitalisme allait mourir de ses contradictions, mais que c'est l'URSS, pays communiste, qui allait mourir de ses contradictions, ce qui a été le cas, parce que l'URSS n'a pas pu prendre le virage des nouvelles technologies. Dans un pays où les photocopies dans les universités étaient contrôlées par le KGB pour être sûr que l'on ne diffuse pas des nouvelles interdites, les technologies décentralisées n'avaient pas place, et donc on ne confiait pas d'initiative, on ne donnait pas d'initiative aux individus. Mais Kennedy avait prévu que les États-Unis, par overstretch, par surextension impériale, eh bien, comme un muscle que l'on tend trop claque, eh bien, le fait que les États-Unis aient, au cours des années, empilé des obligations stratégiques en Europe, en Asie, en Afrique, en Amérique latine, allait faire qu'elle ne pouvait plus supporter cela. Et un homme politique américain, Pat Buchanan, qui s'était présenté contre Clinton en 1992, qui s'était présenté aux primaires républicaines en 1992, l'année où Clinton allait être élu, contre George Bush, disait que si les États-Unis ne changeaient pas, les États-Unis allaient rejoindre le Royaume-Uni à l'hospice des anciennes grandes puissances. Et donc on voyait que les États-Unis étaient concurrencés technologiquement par le Japon, et certains disaient aussi à la même époque que le flambeau du leadership mondial qui avait passé l'Atlantique après 1945 allait refranchir l'Atlantique dans l'autre sens, puisque l'Europe, rentrée dans sa géographie et dans son histoire, eh bien, allait reprendre le flambeau du leadership mondial. Comme vous le voyez, rien ne s'est passé tel que ces gens-là l'avaient prévu. Parce que les États-Unis ont repris leur course très rapide du fait de la disparition de la concurrence soviétique. Ils ont pu aller à leur rythme sans avoir à combler, à faire face à la concurrence soviétique. Et puis, les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont venues booster la croissance américaine et l'économie américaine. Le Japon, comme je l'ai dit, est rentré en collusion avec la bulle spéculative. La Russie est rentrée dans une anarchie avec une conduite titubante de son dirigeant Boris Yeltsin, qui a été l'un des pires dirigeants que la Russie a connu. Une fois encore, si on ne comprend pas Yeltsin, on ne comprend pas Poutine, en sentiment inverse. Et l'Europe a été enquistée par ce débat éternel, approfondissement, élargissement. Et ma conviction personnelle, c'est que l'élargissement a été trop rapide et que plus, c'est pas toujours mieux, et qu'on a manqué d'unité avant de s'élargir, ce qui fait que l'Europe plus nombreuse est une Europe moins unie, qui a, par rapport aux autres blocs géopolitiques, une position moins grande, même si l'élargissement européen a eu pour l'immense avantage d'enraciner la démocratie dans les pays nouvellement convertis à la démocratie, de stabiliser l'économie. Sauf que quand on voit la situation en Pologne et à la Hongrie, on se pose des questions sur la solidité de la démocratie dans ces pays qui reprochent aujourd'hui à l'Europe d'être une nouvelle Moscou qui leur imposerait des diktats politiques. Donc ces exemples venant il y a 30 ans montrent que les prédictions à 30 ans ne sont pas sérieuses. Par contre, on est obligé de faire de la prospective, parce que sinon on navigue à vue. Sinon, on est au jour le jour. Et c'est un peu, moi je fais une différence entre les pays aujourd'hui qui ont une vision à long terme de leurs propres intérêts et ceux qui naviguent au jour le jour. Est-ce que c'est une différence entre démocratie et dictature? Non. Il y a des régimes autoritaires qui ont une vision à long terme parce qu'effectivement ils ne sont pas soumis aux élections, mais même ces régimes autoritaires doivent tenir compte de leurs opinions d'une façon ou d'une autre. Et puis il y a des dictatures qui sont complètement inconséquentes et qui ne sont là que pour permettre à ces dirigeants de se goberger et de ne tenir aucun compte de l'intérêt national, confondant
leur propre intérêt avec l'intérêt national ou faisant prévaloir leur propre intérêt et leur propre cassette sur l'intérêt national. Puis il y a des démocraties qui, effectivement, essaient d'avoir une vision à plus long terme, mais d'autres dans lesquelles l'obtention, la lutte pour le pouvoir est quelque chose qui devient une priorité par rapport aux intérêts long terme. Il serait difficile aujourd'hui d'avoir quelqu'un comme Colbert qui plante des chaînes pour que la marine puisse, plusieurs décennies après, avoir des navires et pouvoir... Mais effectivement, il y a parfois des décisions à prendre qui sont coûteuses à court terme et qui sont bénéficiaires à long terme et que nos systèmes démocratiques ont parfois du mal à prendre. Mais, une fois encore, il est impératif de faire un peu de prospective en géopolitique pour voir comment défendre l'intérêt national. Et l'intérêt national n'est pas incompatible avec l'intérêt général. L'intérêt national n'est pas forcément opposé à l'intérêt des autres nations. Il peut souvent être compatible à condition, bien sûr, que l'on fasse de façon intelligente, justement, parce que tout simplement, nous sommes sur la même planète. Déjà, dans les années 60, un sociologue canadien, Marshall McLuhan, avait inventé le concept de village global pour définir le monde tel qu'il était. Un village global parce que dans la planète, où les frontières n'ont plus le même sens, eh bien, tout se sait et nous vivons plus ou moins les mêmes choses. Le Covid-19 a illustré de façon dramatique cela, puisque pour la première fois, toute l'humanité craignait la même chose, quel que soit le continent sur lequel on était. Et la mondialisation s'est arrêtée tout d'un coup, elle repartira. Ce n'est pas la fin de la mondialisation, c'est un stop, mais qui va repartir. Mais on voit bien qu'on ne peut pas lutter contre le Covid-19 de façon nationale. Et que lutter contre le Covid-19, et le directeur de l'OMS le répète souvent, on ne peut pas avoir une protection nationale s'il n'y a pas une lutte globale contre cela. Il en va de même pour le réchauffement climatique, il en va de même pour la sécurité internationale, il en va de même pour la plupart des choses. Pour venir au cœur du sujet, et ce que peut nous réserver la géopolitique dans les années qui viennent. Pour moi, le plus certain, et qui s'enracine et qui va être le fait stratégique majeur pour les 5 ou 10 ans qui viennent, alors qui subira les évolutions, mais qui restera au cœur. Le fait stratégique majeur, le fait géopolitique majeur pour les 5, 10 ans, ou peut-être même plus encore qui viennent, c'est la rivalité entre la Chine et les États-Unis. Et c'est ça qui va être le facteur le plus important et qui va impacter la plupart des autres facteurs, y compris la lutte contre le Covid-19, y compris la lutte contre le réchauffement climatique, y compris, bien sûr, la lutte pour une meilleure sécurité internationale. Cela est, aux États-Unis, un objet de consensus. Le Covid-19 n'a créé aucun fait stratégique nouveau. Il n'a fait qu'amplifier, cristalliser des phénomènes géopolitiques qui existaient déjà, dont la rivalité sino-américaine. Mais le Covid-19 est venu vraiment l'enraciner, le cristalliser, puisque en janvier 2020, Donald Trump félicite Xi Jinping pour la façon dont il lutte contre le Covid-19. Ça n'a rien à voir avec la façon dont Xi Jinping lutte contre le Covid-19. Ça a tout à voir avec une promesse de Xi Jinping d'acheter pour 200 milliards de produits aux États-Unis qui permettrait à Donald Trump de dire, en novembre 2020, que contrairement à ses incapables de prédécesseurs, il a obtenu des concessions commerciales de la part de la Chine et que, comme il l'avait annoncé, les guerres commerciales sont faciles à gagner et peuvent être payantes. C'est uniquement pour ça. Sauf qu'ensuite, Xi Jinping va non pas revenir sa promesse, mais que Donald Trump voit que, du fait du Covid-19, le chômage qui était au plus bas augmente et que la bourse qui était au plus haut baisse et que son élection est remise en cause. Donc il lui faut un bouc émissaire. Et le bouc émissaire sera le virus chinois. Et donc il va concentrer cette axe sur la Chine. Et le seul point d'accord qu'il y aura entre Trump et Biden au cours de la campagne électorale sera celui-ci. Sera celui de dire que l'autre est le meilleur candidat pour Pékin. Trump va dire que Sleepy Joe est le candidat choisi par Pékin parce que sa mollesse sera tout bénéfice pour le régime chinois. Tandis que Biden, qui ne pratique pas l'insulte personnelle, ne le dira pas lui-même, mais fera dire par son entourage que l'inconséquence, l'incohérence de Trump est un cadeau pour Pékin. Et effectivement, Pékin a beaucoup avancé, puisque dès que, du fait de
l'isolationnisme géopolitique de Trump, les États-Unis se retiraient de quelque part, la Chine avançait parce que la nature a horreur du vide. Donc cette rivalité est le seul point d'accord entre Biden et Trump, avec le retrait des guerres sans fin, mais le retrait en Afghanistan, en Irak, est lié au facteur chinois. Parce que Trump et Biden se disent « on a mené des guerres inutiles que l'on perd, qui sont coûteuses, qui ne sont pas au cœur de nos intérêts géopolitiques, alors qu'il faut se concentrer sur le défi chinois. » Et c'est... alors, beaucoup disent « oui, c'est normal que la Chine et les États-Unis soient l'une contre l'autre, parce que vous avez une démocratie et vous avez une dictature. » Je pense que vous connaissez tous le proverbe chinois « quand le sage montre la lune, l'imbécile voit le doigt ». Et en fait, je veux dire qu'en matière de géopolitique, ce principe est souvent appliqué. Parce que je ne dis pas que je suis pour la dictature communiste, mais je dis que cet argument de dire que l'opposition entre la Chine et les États-Unis tient à la différence de la nature de leur régime est fausse. Ce n'est pas le problème. Ça, c'est une construction idéologique pour vendre quelque chose. Parce que lorsque Nixon et Kissinger vont en 1972 passer une alliance de fait avec Pékin contre l'URSS, on ne va pas me faire croire que la Chine est une démocratie. Lorsque, après Tiananmen, Bill Clinton va développer le commerce avec la Chine et préparer son adhésion à l'OMC, on ne va pas me faire croire qu'à l'époque, la Chine était une démocratie. Et que quand les échanges se développent à partir du début du XXIe siècle, parce que les Américains voient dans la main-d'œuvre chinoise une main-d'œuvre abondante, bon marché et disciplinée, qui n'est pas syndiquée, eh bien, la Chine n'est pas une démocratie. C'est justement parce qu'elle ne l'est pas qu'on trouve intéressant d'y délocaliser des entreprises occidentales. Donc, méfiez-vous toujours en géopolitique des imposteurs, de ceux qui disent quelque chose et dont vous pouvez voir que ce n'est pas la vraie raison. Et donc, une fois encore, il ne s'agit pas, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Oui, il y a une différence de régime entre les États-Unis et la Chine. Mais non, ce n'est pas la raison pour laquelle ils s'opposent. La raison pour laquelle ils s'opposent, c'est que le pacte passé entre Pékin et Washington, ce pacte qui était basé sur un équilibre des obligations, ce pacte est rompu. Ce pacte était que la Chine ne contestait pas la suprématie mondiale des États-Unis et que les États-Unis ne s'occupaient pas de la nature du régime chinois. Deng Xiaoping, qui est à mon avis, même s'il était petit par la taille, mais Deng Xiaoping qui est non pas l'homme qui a changé la Chine, mais l'homme qui a changé le monde. Parce que quand vous changez la Chine, vous changez le monde, du fait de l'importance de la Chine. Plus encore que Mao, plus encore que Xi Jinping. Parce que c'est Deng Xiaoping qui permet ce développement faramineux de la Chine, avec sur une telle force, sur une telle amplitude de temps, avec une telle ampleur, et c'est jamais vu dans l'histoire. Et Deng Xiaoping avait pour principe cacher sa force et attendre son heure. Et donc, voilà, il attendait son heure. Xi Jinping, lui, affirme haut et fort que la Chine sera la première puissance mondiale. Et ceci crée une angoisse profonde aux États-Unis. C'est ça, la vraie cause de la rivalité. Elle n'est pas dans la nature des systèmes politiques qui est dès l'origine et dont les États-Unis se sont très longtemps accommodés, c'est parce que la Chine rattrape les États-Unis. C'est ce qu'on appelle, tiré de l'expression de ce livre de Graham Allison, le piège de Thucydide. Alors que vient faire, je ne sais pas si vous connaissez cette expression ou non, mais rapidement pour ceux qui ne la connaîtraient pas, Thucydide, on peut dire que l'historien des guerres du Péloponnèse n'a pas grand-chose à voir avec la rivalité au XXIe siècle entre Washington et Pékin. Ce que Thucydide avait écrit, c'est que la guerre était devenue inéluctable entre Sparte et Athènes à partir du moment où Sparte ne pouvait pas accepter la montée en puissance d'Athènes. Résultat, il y a eu la guerre, résultat, Sparte a gagné, résultat, au long cours, c'est Rome qui l'a emporté puisque les cités grecques se sont épuisées à se faire la guerre. Et donc, est-ce que ce piège de Thucydide, c'est simplement quand le numéro 2 rattrape le numéro 1, le numéro 1 n'est pas content et ne l'accepte pas. Et il y a 16 cas où la puissance dominée rattrapait la puissance dominante. Dans 12, ça a été la guerre. Donc, par exemple, la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, elle est largement due au fait que l'Angleterre ne pouvait pas accepter la montée en puissance de l'Allemagne, qui serait devenue la première puissance mondiale si la Première Guerre mondiale n'avait pas éclaté. Et quand les Britanniques ont vu
que l'Allemagne allait rattraper sur le plan naval, que l'empereur Guillaume II, n'écoutant plus Bismarck, qu'il avait renvoyé, a voulu doter l'Allemagne d'une marine de nature à concurrencer l'Angleterre. Ça a été la guerre, et les deux ont perdu d'ailleurs, puisqu'au final, ce sont les États-Unis qui ont emporté le morceau. Il y a eu 4 cas où, dans ce type d'opposition, il n'y a pas eu de guerre. Quand le Portugal a été doublé par l'Espagne au début du XVIe siècle, lorsque, effectivement, les États-Unis ont dépassé le Royaume-Uni, la Grande-Bretagne au début du XXe, et lorsqu'au niveau intra-européen, l'Allemagne a dépassé le Royaume-Uni et la France après la réunification. Mais c'était dans des régimes comparables, c'était entre cousins. Le seul cas où il y a eu un rattrapage, mais il n'y a pas eu guerre, c'est quand l'URSS commençait à rattraper les États-Unis pendant la guerre froide, à la fin des années 60, et que Nixon et Kissinger en ont tiré comme conclusion qu'il ne fallait pas aller au conflit, mais aller vers la détente, et que la guerre du Vietnam avait affaibli relativement les États-Unis, et qu'il fallait donc aller vers la détente avec l'Union soviétique. À l'époque, l'URSS représentait 40% du PIB américain. Aujourd'hui, la Chine représente 70% du PIB américain. Et lorsque la Chine est rentrée à l'OMC en 2001, elle représentait 10% du PIB américain. Donc en 20 ans, la Chine est passée de 10 à 70% du PIB américain. Comment ne pas comprendre que pour un pays qui est habitué à être la première puissance mondiale depuis 1945, et si on considère qu'on commence à s'intéresser à l'actualité à partir de 15 ans, ça veut dire qu'aujourd'hui, tout Américain de moins de 91 ans a toujours vécu dans un pays de moins de 92 ans, a toujours vécu dans un pays qui était la première puissance mondiale. Être dépassé par un pays par ailleurs non caucasien et communiste est dur à avaler. Surtout si vous pensez que vous habitez dans un pays où c'est la cité qui brille sur la colline et que votre pays a une destinée manifeste qui est de répandre la liberté dans le monde. Donc l'opposition entre la Chine et les États-Unis est de nature géopolitique. Les discours sur la démocratie, sur les droits de l'homme, des Ouïghours. Alors, on peut dire que la répression sur Hong Kong est plus récente, mais la répression sur les Ouïghours, elle est ancienne, elle n'est pas nouvelle. Et la nature du système politique chinois n'est pas nouveau non plus. Donc ça, c'est de l'accompagnement. C'est pour construire un récit, c'est du storytelling, pour rendre plus facilement mobilisable le camp démocratique contre la Chine. Ce que vont faire les États-Unis dans les années qui viennent, ce qu'ils font déjà dès maintenant, c'est de vouloir bâtir une grande alliance des démocraties pour présenter contre l'axe autoritaire dans lequel il y aurait la Russie, la Chine, voire l'Iran, le Venezuela, Cuba, etc. Certains géopolitologues américains, comme Mearsheimer ou Stephen Wall, disent « Mais quelle erreur de pousser la Russie dans les bras de la Chine alors que la Chine est le danger principal ?» et que la Russie n'est plus un vrai danger. Quand les gens de l'OTAN disent « Ah, la Russie est une menace militaire », là encore, c'est du storytelling. Les dépenses militaires russes, c'est 60 milliards de dollars. Les dépenses militaires des pays européens de l'OTAN, c'est 260 milliards de dollars. Donc je comprends que les gens de l'OTAN n'aient pas envie de se dissoudre, qu'ils aient envie de garder la structure. Mais dire que la Russie est un pays autoritaire, avec une crispation autoritaire de plus en plus nette, mais ce n'est pas un pays qui va envahir l'Ukraine. Poutine n'a pas envie d'avoir un bourbier, d'être dans le Donbass. Ce n'est pas bon. Mais donc pousser la Russie dans les bras de la Chine, c'est défaire ce qu'avaient fait Nixon et Kissinger en 1972, qui était d'attirer vers eux la menace mineure, la Chine, pour mieux contrer la menace majeure qui était l'Union soviétique. Et aujourd'hui, les États-Unis demandent à chacun, à tous les alliés, y compris les alliés européens, de choisir. Et la demande qui est faite aux alliés asiatiques, aux alliés européens, c'est de dire « Vous êtes une démocratie, nous sommes une démocratie, il y a un pays communiste qui menace les libertés, regardez les Ouïghours, regardez Hong Kong, regardez les pressions sur Taïwan, il faut faire une vaste coalition. » Pour moi, c'est de la self-fulfilling prophecy, c'est de la prophétie autoréalisatoire, puisque vous désignez un pays comme un ennemi, et il le devient également. Et donc, il n'y a pas eu plus de canaux de communication réels. Et donc, une fois encore, je ne dis pas qu'il ne faut pas contrer la menace chinoise. Mais la menace chinoise, du point de vue européen, l'Europe, son problème n'est pas la montée en puissance de la Chine en tant que leadership stratégique mondial. L'Europe a renoncé depuis longtemps à être la première puissance mondiale. Le fait de le vouloir l'être lui a coûté, justement. Elle s'est lancée dans 2 guerres mondiales suicidaires qu'elle a exportées dans le reste du monde. Donc le problème de l'Europe n'est plus cela. Le problème de l'Europe, c'est de défendre ses intérêts technologiques, économiques, politiques,
et de faire en sorte que la Chine nous respecte et qu'il y ait un rééquilibrage dans les échanges économiques, qu'il n'y ait pas un pillage de nos bijoux technologiques, qu'il y ait une ouverture des marchés chinois. Mais la première place mondiale n'est pas notre problème. On ne va pas se lancer dans une montée en puissance des dépenses militaires pour égaler un budget de la Chine dont d'ailleurs nous sommes encore supérieurs. Et effectivement, la Chine n'est pas une menace militaire quand on est en Europe. Mais quand on est en Asie, les pays asiatiques, notamment de l'ASEAN, qui se définissent comme des nations commerçantes, vous avez l'antenne à Singapour, je pense que vous connaissez bien la région, les pays, justement Singapour, entre autres, se disent « nous, on veut avoir des bonnes relations avec la Chine et les États-Unis ». Parce que la plupart ont... La Corée du Sud est un pays qui est stratégiquement lié aux États-Unis, mais dont les échanges économiques avec la Chine sont bien supérieurs avec ceux qu'elle a avec les États-Unis. Donc leur demander de choisir et de demander effectivement de renoncer à quelque chose d'extrêmement important et qui va leur nuire. Donc en fait, la question qui se pose, c'est comment va réagir le leadership américain ? Est-ce qu'ils vont exiger toujours de continuer cela ? Les Chinois ne vont pas arrêter leur croissance pour faire plaisir aux États-Unis. Parce que la légitimité du Parti communiste chinois, elle n'est pas dans les œuvres de Marx et de Lénine. Elle n'est pas dans l'étude de la contradiction, de la théorie de la contradiction de Mao Tse-tung. Les 90 millions de membres du Parti communiste chinois, lorsqu'ils se réunissent, ce n'est pas pour étudier les œuvres de Mao, c'est plutôt pour regarder le cours de la bourse. Parce que la légitimité du Parti communiste chinois, elle tient sur deux mamelles, qui sont le capitalisme et le nationalisme, qui ne sont pas dans le bréviaire marxisme, mais c'est parce que les Chinois ont retrouvé la fierté patriotique et que surtout ils voient qu'un Chinois qui a votre âge aujourd'hui sait que ses parents étaient dans la disette et que ses grands-parents mouraient de faim. Et qu'en 2019, avant le Covid, 150 millions de Chinois sont partis à l'étranger et qu'aucun n'a demandé l'asile politique. Parce que pour eux, il y a des opportunités. Donc, le Parti communiste chinois défend ses intérêts et ne va pas arrêter sa croissance économique pour faire plaisir aux États-Unis. Donc, est-ce que les Américains sont capables d'accepter la croissance chinoise et de faire en sorte qu'elle soit contenue comme menace si elle se traduit par un pillage des ressources occidentales ou qu'elle soit contenue comme menace parce qu'elle va devenir la première puissance mondiale. Il y a un point sur lequel les Européens peuvent suivre les Américains, il y a un point sur lequel nous ne devons pas les suivre parce que ça irait contre nos propres intérêts. Par ailleurs, quand j'entends certains de mes collègues, et je sais que je suis un peu minoritaire dans ma corporation en disant ça, s'il y a un choix, nous ne pouvons pas faire autrement que de choisir les États-Unis, je dirais non, pas forcément, ça dépend à quelles conditions. Lorsque la BNP est condamnée à 9 milliards d'amende parce qu'elle a commercé avec le Soudan, c'est quand même une atteinte très directe à la souveraineté française, ce n'est pas la Chine qui le fait. Lorsque notre compatriote Frédéric Pierucci est jeté dans un cul de basse-fosse pour que Alstom puisse être démantelé et racheté par General Electric, ce n'est pas la Chine qui a la manœuvre, ce sont les États-Unis. Donc on peut peut-être suivre les États-Unis, mais il y a quand même quelque chose à tenir avec eux de l'application de leur législation extraterritoriale qui est une atteinte à la souveraineté des pays européens. Donc la façon, je vois que j'arrive à la fin de mon discours, il y a un temps réservé aux questions, la façon dont se nourra la relation entre la Chine et les États-Unis, l'acceptation mutuelle des deux sera l'élément fondamental des rivalités géopolitiques. Il y a bien sûr bien des sujets que je n'ai pas pu aborder puisque faire le tour du monde en 80 jours n'est plus une gageure, mais en 40 minutes, ce l'est encore. Mais il y a bien sûr d'autres, mais aujourd'hui on voit qu'en Amérique latine, en Afrique, en Europe, en Asie, à chaque fois c'est ce choix auxquels sont confrontés les différents pays. Et donc il faut que l'on puisse parvenir au fait qu'il est encore possible d'avoir une alternative, que l'opposition entre les deux n'est pas sûre. Alors bien sûr, ce qui a changé entre Sparte et Athènes et maintenant, ce qui a changé entre l'Allemagne et l'Angleterre et maintenant, c'est la dissuasion nucléaire. Il n'y aura pas de conflit militaire entre la Chine et les États-Unis, tout simplement parce que les deux seraient perdants, les deux se suicideraient. Et qu'une fois encore, pour le Parti communiste chinois, ce qui compte, c'est la courbe de la croissance pour maintenir sa légitimité. Les communistes, les Chinois ne votent pas, mais le Parti communiste chinois tient à être légitime auprès de la population, et sa légitimité, c'est la prospérité qu'il a pu offrir à cette population. Il y aura un jour une demande de démocratie en Chine, lors de la prochaine génération. Mais aujourd'hui, cette demande n'existe pas, tout simplement parce qu'une fois encore, vos camarades chinois voient leur situation est très enviable
par rapport à plein d'autres. Ils voient cela. Et puis après, s'il y a trop de restrictions, et pour l'instant, ils veulent juste profiter de l'instant présent, qui est un instant très court. En 2000 ans, jamais la Chine, en 2000 ans d'histoire, peut-être même plus encore, jamais la situation n'a été aussi pleine d'opportunités pour les Chinois. Donc, n'allez pas attendre d'eux qu'ils critiquent le régime. Et si vous critiquez le régime en pensant que ça va susciter de l'adhésion en Chine, non, ça va juste resserrer l'opinion chinoise autour de son régime, autour de son gouvernement, parce que celui-ci aurait facile à dire. Vous voyez, les Occidentaux qui nous ont humiliés pendant 2 siècles n'acceptent pas notre montée en puissance, et c'est cette montée en puissance, le fait que la Chine soit debout, qui n'est pas accepté. Pas le fait que vous n'ayez pas le droit de raconter ce que vous voulez sur Xi Jinping et que Winnie l'ourson soit interdit comme caricature. Ça, c'est pas un problème pour eux encore. Et donc, en fait, c'est bien sur ce que l'on doit faire. Une fois encore, il faut être réaliste. Si on veut effectivement limiter le caractère négatif de la Chine, ce n'est pas en critiquant la nature de son régime, mais en critiquant certaines de ses actions. Et pour finir, puisque on m'a lancé un peu sur la géopolitique du sport, le boycott diplomatique des Jeux de Pékin, c'est un écran de fumée. Biden n'est pas allé à Tokyo. On n'a pas parlé d'un boycott diplomatique. C'est pas très grave pour les Chinois, même s'ils ont surréagi de façon stupide en disant que justement c'était grave en faisant des vœux d'échec. Mais par contre, l'importance des réseaux sociaux, l'importance de la société civile, même dans les régimes autoritaires, lorsque Djokovic, Serena Williams se préoccupent du sort d'une tenniswoman chinoise, ça c'est dangereux pour le système chinois, parce que ce n'est pas les critiques de diplomatie occidentale qui contestent la montée en puissance de la Chine, c'est un mouvement qui conteste le patriarcat, l'absence de liberté et le fait que les gens en bas n'ont pas accès à la parole par rapport à les puissants qui sont protégés. Et ça a été réellement une menace. Le tennis n'est pas une discipline des Jeux Olympiques d'hiver, mais c'est très franchement le sport dont on parlera le plus d'ici le 4 février. Je vous remercie. Merci beaucoup Pascal Boniface de cette vision du monde en 40 minutes et de quelques inspirations, insights pour les quelques années à venir. Je vais appeler sur scène les étudiants qui ont préparé leurs questions, si vous voulez bien me rejoindre, s'il vous plaît. Il y en a, venez. Tenez. Hop. Prenez. Allez-y, hop, tenez. Et vous pouvez commencer à poser votre première question. Bonjour monsieur, merci beaucoup pour votre conférence. Vous avez dit que la chute de l'URSS n'était pas forcément envisageable ou imaginable quelques années avant celle-ci, tout comme l'invasion du Koweït en 1991. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que les menaces d'invasion de l'Ukraine par la Russie et surtout de Taïwan par la Chine sont davantage comment faire pour distinguer la science-fiction et la réalité autour de tout ce qui est dit sur ces possibilités? Est-ce que vous pensez que ce sont des prédictions à échelle long terme, à 30 ans, comme vous avez dit, qu'il ne faut pas forcément, qui ne sont que peu fiables, ou est-ce que c'est des vraies menaces qui peuvent transformer le cours de la géopolitique à court terme? Alors, pour faire de la prospective, il faut parler en fait de la définition des intérêts. On peut faire beaucoup de reproches et à Xi Jinping et à Poutine, mais pas de n'être pas réaliste. Donc, quel est leur intérêt? Quelle est la façon de défendre leur intérêt? Je pense que majoritairement, il n'y aura pas d'invasion de Taïwan par la Chine, ni du Donbass par la Russie, mais à la prudence près qu'il peut toujours y avoir des dérapages. Il peut toujours y avoir une action qui entraîne une autre action et que, par une provocation, par une montée en puissance des interactions, on arrive à ce qui n'était pas prévu au départ. La Première Guerre mondiale a été un enchaînement. Il y a un magnifique livre là-dessus, Les Somnambules, où on voit que, pris par l'absence justement de réflexion à moyen terme et un système d'alliance un petit peu étouffant, les puissances se sont lancées dans cette Première Guerre mondiale et que l'assassinat de l'archiduc Ferdinand n'était pas forcément le départ d'une guerre mondiale. Ça aurait pu rester un événement dramatique parmi d'autres. Il s'est transformé en guerre mondiale, mais ce n'était pas du tout le scénario absolu. La guerre d'Irak de 2003 n'est pas forcément liée au 11 septembre. C'est-à-dire que si Al Gore avait été élu, le 11 septembre serait survenu, il n'y aurait pas eu la guerre d'Irak de 2003. Donc il peut y avoir des changements, etc.
Mais moi, je parle de l'intérêt. L'intérêt de Xi Jinping, c'est de garder sa croissance économique. Il a besoin de Taïwan où 80% des semi-conducteurs sont produits au moins jusqu'en 2026. Même si la Chine est en train de développer pour ne pas être dépendante. Bon, donc ça... Ensuite, il va conquérir Taïwan et il aura affaire à une rébellion, il aura affaire à des pays qui vont couper les liens économiques. Et donc, même si effectivement les patriotes chinois peuvent être contents de voir enfin la Chine réunifiée, le consommateur chinois, lui, va être très mécontent de la baisse de son pouvoir d'achat et de la baisse de ses perspectives d'avenir, d'éducation de ses enfants, etc. Et donc, je crois que Pékin fait monter les tensions pour être respecté, pour faire peur, pour faire pression, mais pas pour envahir. Et très souvent, vous gesticulez. Je ne dirais pas que c'est comme le gars dans un bar qui baisse la veste pour ne pas avoir à se battre, mais il y a un peu de ça quand même. Du côté de la Russie, Poutine a réussi. Il a réussi, Biden le prend au téléphone. Les dépenses militaires russes, c'est 8% des dépenses militaires américaines. Mais Biden le traite d'égal à égal. Et les deux ont intérêt à cela. Biden a intérêt, et l'OTAN a intérêt, à ce que l'on pense que la Russie va envahir l'Ukraine pour augmenter les dépenses militaires européennes qui se traduisent par des achats d'armes aux États-Unis, pour maintenir la coalition. Et Biden, après l'échec de Kaboul, a besoin de dire « Attention, il y a une menace russe, heureusement que l'oncle Sam est là pour vous protéger, pauvres Européens qui êtes démunis. » Et effectivement, les Européens disent « Ah, mais il y a la Russie, quand même, on ne peut pas se séparer. » C'est ce que vous entendez sans cesse dans les colloques où les pays de l'OTAN sont représentés. On ne peut pas se séparer des États-Unis parce qu'il y a la menace russe. Donc ça marche. Et entre parenthèses, on voit comment, finalement, alors que la France et l'Allemagne avaient été les parrains des accords de Minsk qui avaient mis fin à la guerre intense entre la Russie et l'Ukraine, et c'était une guerre de basse intensité désormais, maintenant, Poutine, le message, c'est qu'il ne s'occupe pas des clowns, il va directement voir le directeur du cirque, et donc il s'adresse directement aux États-Unis et plus aux Européens. Poutine envoie le message que l'Europe ne compte plus dans son calcul géopolitique. Mais il ne va pas s'embarrasser à conquérir le Donbass pour être lié à une guérilla, à des forces d'autodéfense qui viendraient sans cesse tuer des soldats russes et devoir rapatrier des corps de soldats russes avec une contestation de plus en plus forte, surtout que lui n'a pas une situation économique très satisfaisante. Donc l'annexion de la Crimée, c'est une exception, ce n'est pas un précédent. Merci, monsieur. Yeah, so sorry, my French is not good. Yeah, so you mentioned that in USA versus China, if something happens, then European countries shouldn't automatically choose USA, but they should see the condition. So is it like, isn't it inherently different what European countries stands for? Sorry? Isn't it inherently different what European countries and USA stands for, like for democracy and all those things? Could you repeat slowly, please? So if European countries don't go with USA automatically, so isn't it inherently different what European countries has been promoting for like 30 years, democracy and a free world? La question porte plus sur la question de la position de l'Europe vis-à-vis de la démocratie et la promotion d'une certaine manière de la démocratie européenne à travers le reste du monde et leur propre position et la façon avec laquelle ils peuvent le promouvoir. C'est le choix des pays européens en cas de conflit entre la Chine et les États-Unis ou... Est-ce que les valeurs européennes sont différentes de l'offre américaine? Oui et non. Il y a des valeurs communes, mais il y a deux problèmes par rapport à ça. Les valeurs communes, c'est le respect des minorités, c'est le fait que le pouvoir se gagne par l'élection, c'est le respect de la démocratie, etc. Le premier problème, c'est que les États-Unis sont en crise profonde. On est à 1 an de la tentative d'assaut sur le Capitole. Trump a renoncé à faire un discours. Les midterm elections vont être catastrophiques pour Biden, pourraient être catastrophiques pour Biden. Et donc, vous avez des États-Unis qui sont profondément désunis. Et il est vrai que le paysage qu'offre la démocratie américaine n'est pas très attractif aujourd'hui. C'est que si on parle en plus des inégalités économiques, le fait que les plans de Biden pour diminuer les inégalités économiques ont été arrêtés par un sénateur démocrate lié au lobby du charbon, tout ceci n'est pas très réjouissant.
Et donc, en fait, le modèle américain a été très attractif dans l'ensemble du monde et surtout en Europe pendant des années. Je ne suis pas sûr aujourd'hui qu'en Afrique, en Asie, en Amérique latine, le modèle américain soit aussi attractif qu'il ne l'a été. Le modèle chinois peut être attractif par son efficacité, pas par sa liberté. Les pays européens ont effectivement une vision un petit peu différente puisque on est censé être plus protecteur de l'individu, avoir un meilleur équilibre entre l'individu et le groupe. À grands traits, en Asie, on privilégie le groupe, aux États-Unis, l'individu, l'Europe essaie de maintenir un équilibre entre les deux. Mais quand vous voyez la situation au Royaume-Uni, quand vous voyez la situation en Hongrie, en Pologne, quand vous voyez la piètre qualité des débats politiques en France, je ne suis pas sûr que ce soit très attractif pour les autres pays. Et donc, en fait, si nous voulons lutter de façon efficace contre des régimes autoritaires que sont la Russie et la Chine, nous devons peut-être d'abord balayer devant notre propre porte et améliorer nos systèmes et les rendre plus cohérents. Contrairement à ce que disent les néoconservateurs français, ce que nous reproche le reste du monde, ce ne sont pas nos valeurs, ce sont le fait que nous ne respectons pas nous-mêmes et que nous ne soyons pas cohérents. Donc on ne peut pas être exemplaire si on n'est pas cohérent. On ne peut pas prôner la démocratie si on fait la guerre d'Irak, Abu Ghraib, Guantanamo. Et c'est ça que, notamment, puisque vous avez une antenne à Singapour, Kishore Mahbubani, qui est le grand géopolitologue Singapour, qui est un des plus grands géopolitologues mondiaux, Kishore Mahbubani dit, et lui, il n'est pas communiste, il n'est pas asiatique, il est d'origine pakistanaise, s'il est singapourien, et il dit, oui, les leçons de démocratie du monde occidental ne sont plus audibles dans le reste du monde. Thank you. Bonjour, merci pour votre conférence. Vous avez évoqué à plusieurs reprises qu'il était compliqué de prévoir la géopolitique à très long terme. Et si on met un peu en perspective avec la France, avec l'élection présidentielle qui va venir, on peut penser que jusqu'à maintenant, c'était plutôt le Quai d'Orsay qui cultivait un certain sens de l'histoire, qui a plutôt dicté la géopolitique française. Mais est-ce que vous ne pensez pas que l'avènement en France de candidats qui vont plutôt avoir une position voulant que l'intendance suivra va rendre impossible à prédire la géopolitique sur le court terme, à 2, 3, 5 ans, justement? C'est-à-dire que quand on avait un sens de l'histoire au Quai d'Orsay qui mettait dans des rails plutôt une géopolitique qu'on pouvait plutôt prévenir, alors que maintenant, si on a des candidats qui vont plutôt suivre l'instant présent et dire que je fais et après on verra ce qui se passe, on ne va pas aussi avoir une impossibilité ou de grandes difficultés à savoir le monde présent. Le Quai d'Orsay applique la politique, il ne la définit pas. Lorsque De Gaulle prend le pouvoir, le Quai d'Orsay n'est pas gaulliste. Il est même anti-gaulliste. Et puis après, on va dire qu'il devient effectivement le dogme gaulo-mitterrandiste qui est maintenant contesté par les néoconservateurs qui estiment qu'il faut plutôt se rapprocher des États-Unis, etc. Donc il y a des débats au Quai d'Orsay là-dessus. Lorsque, en août 2019, Emmanuel Macron, devant la conférence des ambassadeurs, dénonce l'État profond, c'est-à-dire les néoconservateurs du Quai d'Orsay qui l'empêchent de faire sa politique, il dénonce quelque chose, mais il ne fait rien. Il laisse les gens en place. Donc il ne traduit pas une action, etc. Donc en fait, Mitterrand se faisait respecter par le Quai d'Orsay. De Gaulle se faisait respecter par le Quai d'Orsay. Donc le Quai d'Orsay, si Macron disait c'est comme ça et pas autrement, et vous opposez un politique, bah écoutez, voilà, c'est moi le patron, le Quai d'Orsay suivrait, ce qui n'est pas le cas. Macron a souvent d'excellentes intuitions, mais comme il est solitaire, qu'il agit seul et qu'il ne s'appuie ni sur le ministère des Affaires étrangères, ni sur celui de la Défense, très souvent, ces intuitions qui peuvent être bonnes ne sont pas suivies des faits. Et donc, par rapport à votre question, oui, vous avez beaucoup de candidats qui sont dans le court-termisme, mais surtout, je veux dire, regardez les débats actuels. C'est islam et flux migratoires. Qui parle de la Chine? Qui parle de l'importance de l'intelligence artificielle sur nos sociétés et sur la place de la France dans la géopolitique mondiale? Qui parle des relations à avoir avec les États-Unis, avec le continent africain, mis à part les problèmes migratoires? Tout est réduit à cela. Donc en fait, les gens ne sont pas à la hauteur. On va élire quelqu'un qui va avoir, pour reprendre une expression à la fois fausse et imagée, le doigt sur le bouton nucléaire, et on a l'impression que ce sont des sujets de conseillers cantonaux. Moi, comme je n'ai pas de société régionale, je me balade, enfin avant 2020, je passais une semaine par mois à l'étranger, un peu partout, je constate la dégradation d'image de la France depuis 20 ans. En début de ce siècle, nous étions le pays occidental le plus populaire dans le monde entier, à part quelques pays, États-Unis, Israël, etc. Mais partout en Amérique latine, en Afrique, etc., c'était la diplomatie française, le refus de la guerre d'Irak. Il y a eu 2 moments où le simple fait d'être français
vous applaudir avant même que vous preniez la parole, c'est après la victoire des Bleus en Coupe du Monde en 98 et après le refus de Chirac de la guerre d'Irak. Mais on était hyper populaire. Aujourd'hui, je peux vous dire que la France est le pays occidental le plus impopulaire, notamment dans le monde arabo-musulman. C'est le fruit de nos débats. Parce qu'on est dans un monde globalisé et les gens écoutent. Quand les gens disent qu'il faut fermer les frontières, il y a trop d'immigrés, il y a trop de Noirs, il y a trop d'Arabes, l'islam est une menace, ils écoutent. Et donc la France est à la fois critiquée par les masses de ces pays et reçoit des leçons de morale par le New York Times et le Guardian. Et quand on vous dit ça à des responsables, ils disent oui, mais c'est de la propagande. Non, c'est la réalité. Et donc on a vraiment perdu en capacité d'influence et en capacité d'attraction. Aujourd'hui, les jeunes élites du monde entier ne veulent moins qu'auparavant venir en France. Et c'est lié au fait que nous avons des débats qui sont destinés à un public intérieur alors qu'ils sont écoutés par un public international. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Merci beaucoup pour votre intervention. Alors, je voulais poser une question pas tellement liée à ce dont vous avez parlé aujourd'hui. Mais pendant votre carrière, vous avez contribué à la recherche et à la discussion des grands conflits géopolitiques comme le conflit israélo-palestinien et les disputes entre l'Algérie et le Maroc sur le Sahara occidental. J'ai l'impression que beaucoup de jeunes, mais pas seulement des jeunes, développent un sentiment d'impuissance par rapport à ces conflits où il y a très peu de volonté politique de développer ou de trouver un compromis depuis 10, 15, 20 ans. Vu que vous travaillez sur ces sujets de manière régulière, comment est-ce que vous gardez un optimisme que votre contribution et votre recherche pourra impacter le développement ou la résolution de ces conflits? Et est-ce que vous avez peut-être des conseils à donner à des jeunes qui veulent garder un optimisme ou une volonté d'agir pour que ces sujets qui paraissent souvent irréparables peut-être peuvent être résolus dans le futur? Alors, sur le conflit israélo-palestinien, c'est clair. Moi, j'ai longtemps défendu la position des deux États. Elle est morte. Il n'y aura pas un État palestinien. Il n'y aura pas d'État palestinien. Donc, il y aura soit un État binational, soit un État d'apartheid. Mais c'est trop tard pour faire un État palestinien. Sur le Sahara, la solution marocaine s'établit au fur et à mesure, mais elle sera toujours contestée. Et si le Maroc, pensant avoir gagné avec l'appui américain et maintenant l'appui israélien, pense pouvoir imposer à l'Algérie, qui est en faiblesse de par ses problèmes de politique intérieure, une solution, elle sera aussi contestée. Donc en fait, quand on gagne, il faut pactiser avec le perdant. Si vous ne pouvez pas avoir la paix si vous ne faites pas un accord avec celui qui a perdu la guerre. Sinon, vous gagnez la guerre, mais vous perdez la paix. Donc en fait, tant qu'il n'y a pas de pacte réellement entre les deux peuples, algériens et marocains, israéliens et palestiniens, le conflit restera la braise sous les cendres, mais il éclatera un jour ou l'autre. Là, Israël a enchaîné les succès diplomatiques tout au long des 2 dernières années, mais la question palestinienne n'est pas réglée. Alors, le fait que Mahmoud Abbas soit entièrement corrompu et soit un régime, enfin, il vit vraiment en survie artificielle, mais il est complètement rejeté par les Palestiniens. Bon. Donc, c'est désespérant, la situation des Palestiniens, mais quand vous êtes dans une situation désespérée, généralement, il se passe des choses qui ne sont pas agréables. Mais pour revenir à votre question, on est aujourd'hui... Moi, mes travaux n'ont aucune importance par rapport à ça et je n'ai certainement pas l'orgueil de dire que ça sert à quoi que ce soit, sauf à faire de la pédagogie sur les choses et à dire je refuse les pressions et si je pense quelque chose, je le dis, même si ça déplaît à certains. Et les deux conflits que vous citez, d'ailleurs, dès que vous parlez du Sahara, vous êtes engueulés des deux côtés par les Algériens et les Marocains, de toute façon, c'est très net, et puis après ils s'engueulent entre eux, pendant ça vous avez la paix. Et bon, Israël-Palestine, c'est le sujet le plus chaud, etc., tabou, là, la woke culture, c'est vraiment là-dessus, quoi. Mais par contre, pour votre question, qu'est-ce que vous pouvez faire, vous? Aujourd'hui, chacun d'entre vous est à la fois récepteur d'informations et émetteur d'informations. Les réseaux sociaux donnent à chacun d'entre vous une force extraordinaire. Parce que les situations les plus inacceptables tombent. Desmond Tutu est mort la semaine dernière. Certains ont pensé que l'apartheid durerait toujours, que le goulag durerait toujours. Et c'est aussi des mobilisations de citoyens qui ont amené à lutter, à changer le rapport de force. Donc en fait, la guerre du Vietnam, elle a pris fin. Les militaires américains voulaient la poursuivre. Ils savaient qu'ils avaient perdu. Mais ils avaient mis toutes les données, on leur a dit « vous avez déjà perdu la guerre », mais ils continuaient. C'est la mobilisation de la jeunesse dans le monde entier et aux États-Unis qui a conduit à la fin du guerre du Vietnam. Et donc, c'est les mobilisations de chacun. Et vous avez aujourd'hui, votre génération, a les moyens de faire savoir,
de se mobiliser, de se connecter et d'agir collectivement beaucoup plus qu'auparavant. Si vous pouvez le faire gratuitement, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc en fait, vous avez votre avenir entre les mains. Individuellement, vous ne pouvez rien faire, mais vous êtes la partie d'un tout qui, lui, peut faire quelque chose. Merci. Merci beaucoup, merci d'avoir répondu à ces questions et merci à vous, Pascal Boniface, d'être venu ce matin. Je vous laisse vous rasseoir. Merci. S'il vous plaît, merci beaucoup. À ces 4 étudiants d'être venus et je vous demande encore une fois d'applaudir et de remercier avec moi Pascal Boniface. Merci. Merci. Merci pour cette conférence inspirante.